à l'autre thème et le dernier de cette soirée, donc thématique sur la gastro-entérologie. Je passe la parole à professeur Filali Marhoum pour son exposé sur les manifestations digestives des infections HIV. Merci. Bien. En attendant que j'ai mes diapositives, j'en profite pour remercier tous les organisateurs du Forum national des médecins, mais également de la SMAD, et pour le choix des sujets. Merci d'avoir parlé d'infectiologie aussi, parce que je crois que c'est très important de revenir vers les maladies infectieuses qui se retrouvent à la croisée des chemins dans beaucoup de pathologies. Alors, on m'a demandé de parler des manifestations digestives au cours de l'infection à VIH. Je pense que ce sujet est un sujet extrêmement important qu'on pourrait résumer en quelques minutes, c'est-à-dire si on voulait dire quel est l'objectif de ce qui va se dire maintenant. C'est objectif numéro 1, c'est penser à l'infection à VIH devant certains signes. On est en train de parler de gastro-entérologie, donc ce serait dans des signes de gastro-entérologie. Si on doit résumer, il y a les candidoses, il y a la diarrhée chronique. Voilà. Donc mon topo est terminé, je crois qu'il nous restera 24 minutes de discussion. Voilà. Donc finalement, je crois que on a fini. Alors, le reste, c'est moins important si vous voulez, mais on va quand même voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, ce serait bien. Mais si vous retenez candidose, et après on va voir quelle candidose, et si vous retenez diarrhée chronique, on n'aura pas oublié de penser à l'infection à VIH chez certains patients. Et vous savez que si on pose un diagnostic précoce, on va mettre précocement les personnes sous traitement, on va faire du bien au patient lui-même, mais on va faire du bien à la collectivité. Parce que vous savez qu'un patient qu'on a traité et chez lequel la charge virale VIH devient indétectable, ben c'est tout bénéfice pour la société. Voilà, donc je crois on doit tous, quel que soit le médecin, on doit avoir ça comme objectif. Donc là, on va passer en revue quelques manifestations, ce n'est pas exhaustif, c'est quelques manifestations digestives qui permettraient de penser à l'infection à VIH. Eh bien, pour dire que le tube digestif est fréquemment touché au cours de l'infection à VIH, que c'est une circonstance de découverte qui est très importante, qui est très fréquente, qu'il faut absolument connaître, que c'est dominé par des infections opportunistes, mais également par des tumeurs, que les complications, c'est des malades, comme on en voit malheureusement encore aujourd'hui, des malades qui arrivent à un stade très avancé, dénutris, déshydratés, et je pense que ça, on peut l'éviter. Maintenant, avec les traitements, ces choses-là, on peut les éviter, et si on arrive à faire un diagnostic précoce, ben on verra de moins en moins de manifestations digestives de l'infection à VIH. Alors, quelques données de physiopathologie peut-être. Pourquoi la muqueuse digestive et quelle est sa relation avec le VIH? Ben, tout simplement parce que, au cours de l'infection à VIH, comme vous savez que ce virus s'attaque aux lymphocytes TCD4, ben, ces lymphocytes se retrouvent également au niveau de la muqueuse digestive. Ces lymphocytes qui nous défendent vont diminuer en quantité. Il y aura également en parallèle un déficit en immunoglobuline A, et donc de là vont découler les infections, etc. Donc une certaine prédisposition à faire des infections graves. Voilà. Donc j'arrive ici à la partie supérieure du tube digestif, si vous voulez, l'œsophage. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptôme œsophagien? Ben, on retrouve ici, en premier et de très très loin, la candidose œsophagienne, suivie de l'œsophagite due à un virus qui est le cytomégalovirus, puis on a l'œsophagite herpétique, puis on a l'ulcère de l'œsophage idiopathique, ça on ne sait pas très bien d'où il vient, mais bon, quand on a éliminé les autres étiologies, bon, on peut retenir ce terme.
Et on a les ulcères médicamenteux. Bon, ça aussi, ce n'est pas spécifique de l'infection en VIH, mais on en trouve quand même pas mal. Et puis d'autres causes, beaucoup plus rares. On voit le VIH lui-même, l'Epstein-Barr, les mycobactéries, etc. Là, je passe, ce n'est pas vraiment très important de rester là-dessus. Pour la candidose œsophagienne, c'est la principale infection opportuniste digestive. Elle va être révélatrice de l'infection en VIH dans près de 10% des cas. Donc, vous voyez son importance pour penser à l'infection en VIH. Elle va survenir à un moment où le taux de lymphocyte TCD4 devient faible, inférieur à 200, et le candidat qui est le plus fréquent, c'est le candidat albicans, mais on peut toujours trouver d'autres candidats, le Krusei, le Tropicalis, le Glabrata, etc. Bien sûr, là, le problème qui se pose, c'est que certains candidats sont sensibles à certains antimycosiques, pas à d'autres, etc. Donc là, c'est du détail. Alors, les symptômes, c'est l'odynophagie, la dysphagie, une douleur rétrosternale, tout ça, je pense que vous connaissez. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une candidose buccale associée dans 20 à 80% des cas. Malheureusement, c'est asymptomatique dans 50% des cas. Voilà. Donc, il y a beaucoup de candidoses œsophagiennes qui peuvent passer inaperçues. Mais on n'est pas obligé de faire une fibroscopie digestive haute pour poser le diagnostic de candidose œsophagienne. Il suffit d'avoir une candidose buccale constatée avec odynophagie et dysphagie pour retenir le diagnostic, à condition bien sûr qu'on soit devant un patient qui est infecté par le VIH. Voilà. Bien sûr, ça va faire discuter, c'est clair, mais chez le patient infecté par le VIH, c'est l'un des diagnostics principaux et ça nous permet de faire l'économie de la fibroscopie, d'accord, parce qu'on ne peut pas faire de fibroscopie facilement à tout le monde. Alors voilà quelques aspects de candidose œsophagienne. Donc vous voyez donc, ce qu'on peut voir lors de la fibroscopie, des mottes blanchâtres en rail, etc. Mais parfois, c'est des aspects un petit peu différents qu'on peut trouver. Il y a également ce que je vous ai dit comme étant des œsophagites virales. Et là, vous avez une œsophagite due à l'herpès simplex virus. Là, c'est des lésions qui ressemblent un peu à ce qu'on pourrait avoir au niveau de l'oropharynx, mais qui se trouvent là au niveau de l'œsophage. Bien sûr, c'est la fibroscopie qui va nous permettre de détecter tout ça. Et si on veut une certitude, il faudrait faire une biopsie pour avoir des éléments anapathes qui nous permettent de retenir le diagnostic. Pareil pour le cytomégalovirus, qui peut donner aussi des ulcérations. Le cytomégalovirus, il ne va donner ces ulcérations que dans un stade avancé de l'immunodépression. En général, c'est quelqu'un qui est à moins de 50 CD4 par millimètre cube. On a, pour aller vite, des ulcères qui sont plutôt des ulcères géants par rapport à l'herpès simplex. On peut s'aider Bon, il y a la biopsie qu'on peut réaliser et qui peut nous apporter des arguments en faveur du cytomégalovirus, mais on a également la PCR à cytomégalovirus qui peut nous aider dans le diagnostic. L'ulcère idiopathique de l'œsophage, là, il survient souvent lors d'une séroconversion VIH, donc au tout début de la maladie, et il pose des diagnostics différentiels, surtout avec l'ulcération due au cytomégalovirus. Ça donne un ulcère géant. Et le traitement, ce qui est bizarre, c'est que là, on va utiliser éventuellement des corticoïdes, mais on n'aime pas beaucoup chez l'immunodéprimé. Mais on va utiliser un médicament qui a mauvaise presse depuis bien longtemps, c'est la thalidomide, qui a donné de très très bons résultats dans ce type d'ulcère au niveau œsophagien. Alors, à côté de ça, au niveau de l'œsophage, il y a d'autres atteintes dues au Mycobacterium avium intracellulaire, c'est les mycobactéries atypiques, des œsophagites à cryptosporidie, etc. Bon, là, c'est vraiment du détail. Là, je passe. Alors, au niveau de l'intestin, le grêle et le côlon,
c'est le symptôme le plus fréquent, c'est la diarrhée ici. Quand on est dans un pays développé, cette diarrhée ne va figurer parmi les symptômes chez le malade infecté par le VIH que dans 50% des cas, alors que dans un pays en voie de développement, c'est un symptôme qui est extrêmement fréquent, donc près de 90% des patients. Donc c'est pour ça que j'ai insisté, après la candidose, sur la diarrhée, en particulier la diarrhée chronique. Alors il peut y avoir aussi des phases de diarrhée aiguë qui peuvent être à l'origine de déshydratation, donc il faut s'attendre aussi à ça. Mais c'est surtout la diarrhée chronique qui va être souvent, disons, à l'origine d'un diagnostic d'infection à VIH chez un patient. Et cette diarrhée chronique, elle peut être soit d'origine infectieuse, bactérienne, virale ou parasitaire, soit d'origine tumorale, en particulier dans le cadre d'un lymphome, par exemple, ou bien, et c'est de plus en plus le cas maintenant, c'est avec les thérapeutiques, donc d'origine médicamenteuse. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a diarrhée, comme je l'ai dit tout à fait au début, on sera amené à avoir un patient qui va avoir des problèmes de dénutrition, un syndrome de malabsorption, etc. Alors, quels sont les micro-organismes qui peuvent être responsables d'atteintes digestives au niveau intestinal et de diarrhée? Écoutez, voilà les bactéries, les parasites, les virus, il y en a un certain nombre, il y en a même beaucoup. Et vous voyez que peut-être que les choses les plus importantes à retenir, on essaie de les mettre en rouge. Le campylobactère, les salmonelles, les Clostridium difficile, des parasites, Giardia, Entamoeba histolytica, des virus, le cytomégalovirus en particulier. Alors vous voyez que la particularité ici, peut-être les choses qui n'existent pas chez l'immunocompétent, ce serait plutôt, comme a dit le professeur Shakir tout à l'heure, c'est les cryptosporidies, les microsporidies. Et Isospora belli peut-être, mais Isospora belli, on peut aussi le trouver chez l'immunocompétent avec une certaine fréquence. Donc voilà, le panorama de ces diarrhées d'origine infectieuse, bactérienne, parasitaire ou virale. Alors là, juste un passage rapide sur ces infections bactériennes, mais je pense qu'une partie a déjà été rappelée tout à l'heure à l'occasion des toxi-infections alimentaires, donc les entéropathogènes qui sont non opportunistes en particulier. Et je passerai donc plutôt aux opportunistes, qui sont les mycobactéries, les MAC, donc les mycobactéries atypiques, qui surviennent surtout chez des personnes très immunodéprimées avec moins de 50 cellules par millimètre cube, qui vont donner des infections disséminées, qui vont donner des infections avec fièvre, altération d'état général. Vous avez aussi la tuberculose, mais elle reste quand même rare au niveau du tube digestif chez l'immunodéprimé. Et le diagnostic, bien sûr, repose sur les biopsies et repose également sur les cultures et l'examen direct éventuellement. Alors au niveau parasitaire, voilà ce qui est beaucoup plus spécifique de l'infection à VIH. C'est les cryptosporidies. Les cryptosporidies, ce sont des parasites qui sont relativement fréquents, qui peuvent survenir chez un patient qui a moins de 100 CD4 par millimètre cube, qui vont être responsables soit de diarrhée aiguë, soit de diarrhée chronique, et qui vont donner des douleurs abdominales. Ces cryptosporidies peuvent aussi passer au niveau des voies biliaires et entraîner pas mal de soucis au niveau des voies biliaires. Et là, ça va être à l'origine de cholangites progressivement sclérosantes qui vont donner une douleur abdominale qui peut, disons, prêter à confusion avec un problème pancréatique ou autre, avec des nausées et des vomissements. Le diagnostic va être posé sur l'examen parasitologique des selles, mais attention, il faut orienter le laboratoire vers l'immunodépression pour qu'il puisse utiliser des colorations appropriées pour pouvoir mettre en évidence ces cryptosporidies. Une biopsie aussi peut mettre en évidence les cryptosporidies. Et quand je mets l'échographie, c'est essentiellement pour l'atteinte hépatobiliaire quand on est dans le cadre d'une cholangite sclérosante. Donc c'est la place de l'échographie qui pourra donc nous aider à poser ce diagnostic. Toujours dans l'origine parasitaire, nous avons les isosporoses, donc en particulier Isospora belli,
ou Isospora hominis, donc c'est des coccidiés. Ça va entraîner une diarrhée d'intensité variable qui est souvent aqueuse, parfois glérosanglante, avec des douleurs abdominales et une fièvre. Le diagnostic, c'est l'examen parasitologique des selles, donc là, il n'y a pas 36 solutions, donc il faut un prélèvement et on a facilement le diagnostic d'isosporose. Plus difficile serait le diagnostic des microsporidies, qui survient chez des patients qui sont immunodéprimés à moins de 100 CD4. Il y a différents types de microsporidies, des noms un peu barbares, enterocytosone bionesi, enterocytosone intestinalis. Ça va donner plutôt des diarrhées chroniques avec des vomissements, avec des nausées. Et le diagnostic, encore une fois, c'est sur la parasitologie des selles, en ayant orienté, encore une fois, le laboratoire vers des recherches spécifiques de l'immunodéprimé. À côté de ça, nous avons d'autres choses qui peuvent être trouvées facilement chez l'immunocompétent, telles que les giardia, Entamoeba histolytica, etc. Donc voilà un peu un panorama de ces infections parasitaires. Maintenant, les infections virales au niveau du côlon ou de l'intestin, c'est le cytomégalovirus, et ça va être à l'origine de diarrhée chronique. Ça va être à l'origine de fièvre, de douleurs abdominales, de rectorragie. Ça peut même être à l'origine de péritonite lorsque le diagnostic n'est pas fait précocement et que le traitement n'est pas démarré. Donc le diagnostic est fait par l'endoscopie, par la biopsie digestive, et on peut s'aider là aussi par la PCR à cytomégalovirus qui prouve qu'il y a bien ce virus. Alors les autres virus, je passe parce que c'est vraiment des cas particuliers, donc on ne va pas rentrer dans ces détails. Les infections fongiques sont rarement à l'origine de la diarrhée. C'est surtout les cryptococcus disséminés qui peuvent entraîner des problèmes au niveau intestinal, mais ça reste quand même relativement rare. Maintenant, il y a quand même un autre aspect qui est important à noter au niveau des manifestations digestives. C'est les aspects tumoraux. C'est les lymphomes, c'est le sarcome de Kaposi. Et je pense que les lymphomes, bien sûr, là, quand on va vers le diagnostic d'un lymphome, je pense que maintenant c'est rentré dans les mœurs de demander un test VIH devant tout lymphome, parce que si le patient est infecté par le VIH, il serait bon de le traiter d'abord pour le VIH, remonter son immunité avant de démarrer le traitement du lymphome, parce que le pronostic sera meilleur. Mais pour le sarcome de Kaposi, je pense que c'est une découverte qui peut être une découverte endoscopique, mais j'ai volontairement mis une diapositive concernant la muqueuse buccale pour vous montrer cette lésion au niveau gingival qui est violacée, c'est du Kaposi. Et quand vous voyez ça, il faut penser immédiatement à un Kaposi, faire le test VIH et voir si ce Kaposi n'est pas disséminé, etc. Autre chose, je crois que je ne peux pas ne parler que des manifestations digestives. Je voudrais quand même dire que si vous trouvez le même aspect au niveau cutané, il faut penser à l'infection en VIH parce que c'est quand même quelque chose qui est fréquent, qui est assez spécifique de l'infection en VIH et qui mérite quand même de demander un test VIH lorsqu'on le trouve, même si c'est au niveau cutané et que ça ne rentre pas réellement dans le propos d'aujourd'hui. Alors, toujours dans les diarrhées, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a les diarrhées d'origine médicamenteuse. Actuellement, avec les traitements, vous pouvez voir arriver des patients qui ont une diarrhée. S'ils prennent des antirétroviraux, qui est le traitement anti-VIH, il se pourrait que l'un des antirétrovirales soit responsable de la diarrhée. Il y a plusieurs exemples. Il y a parmi les produits qu'on utilise couramment au Maroc, je vous dirais par exemple le lopinavir. Le lopinavir peut être responsable de diarrhée et donc ça peut être à l'origine d'une consultation pour une diarrhée chez quelqu'un qui est déjà sous traitement. Alors voilà, c'est dans ces cas-là qu'il est
qu'on peut utiliser des ralentisseurs de transit parce qu'il y a moins de risques. On ne va pas laisser proliférer des germes au niveau intestinal. On peut donc se contenter de donner un ralentisseur du transit. On arrive maintenant aux manifestations hépatobiliaires. Les hépatites chroniques, bien sûr, ce n'est pas l'apanage de l'infection à VIH, mais c'est tellement important quand nous avons une co-infection VIH, hépatite C ou hépatite B, qu'il faut en parler parce que l'infection à VIH aggrave le pronostic de l'hépatite B ou de l'hépatite C et accélère l'évolution vers la cirrhose. Donc ça, il faut absolument le savoir. Il faut en tenir compte dans la prise en charge. Et donc, raison de plus pour demander un test VIH chez les personnes qui doivent être suivies pour une hépatite virale chronique. Le cytomégalovirus également. J'ai parlé tout à l'heure des cryptosporidies. Bon, je vais y revenir, mais j'ai déjà parlé de la cholangite sclérosante. Mais on peut avoir à peu près le même aspect avec le cytomégalovirus qui va coloniser les canalicules bilio-pancréatiques et qui va être à l'origine de douleurs, de cholangite, etc. Voilà donc pour ces manifestations hépatobiliaires. Atteintes pancréatiques, c'est quand même des atteintes qui restent rares. On les voit avec le cytomégalovirus, en particulier dans ce que je viens de vous dire, cette colonisation des canalicules bilio-pancréatiques. Ça peut être iatrogène dû à certains produits utilisés, certains antirétroviraux, et certaines localisations granulomateuses parfois qui peuvent comprimer, donc entraîner des atteintes pancréatiques. Atteinte de l'estomac duodénum, on peut avoir des gastrites, des duodénites sans spécificité particulière, des atteintes d'origine virale également. On peut aussi constater parfois une gastroparésie qui est assez fréquente mais qui est sous-estimée et qui nécessite parfois chez ces patients infectés par le VIH de fractionner les repas parce qu'ils n'arrivent plus à prendre un repas tout à fait normal en termes de quantité. Alors, je ne peux pas terminer sans parler des atteintes proctologiques. C'est les lésions ulcérées qui peuvent être d'origine herpétique, dues au cytomégalovirus également, au tréponème pâle, donc des atteintes syphilitiques. Parfois même, c'est des lésions qui sont idiopathiques, donc des ulcères idiopathiques. Mais une place à part doit être faite à toute la pathologie tumorale, avec les condylomes qui sont en relation avec le papillomavirus, avec les cancers épidermoïdes anaux, avec la maladie de Kaposi qui peut se situer également au niveau anal, et les lymphomes également. Alors, je crois que j'arrive là à la fin pour vous dire que les signes digestifs révèlent fréquemment l'infection à VIH. Ils doivent être connus car ils contribuent de façon importante au dépistage à visée diagnostique, c'est-à-dire un dépistage, un test qu'on va demander devant des symptômes. Les manifestations digestives sont dominées par la candidose œsophagienne et par les diarrhées. Ça, je le répète encore, je l'ai dit au début, c'est les choses les plus importantes. Et les diarrhées, c'est surtout les diarrhées d'origine parasitaire. Grâce au traitement antirétroviral, les manifestations digestives deviennent rares, excepté pour les diarrhées dues aux antirétroviraux. Et il faut faire une place à part pour les co-infections avec les hépatites virales qui posent des problèmes pronostiques et des problèmes thérapeutiques également. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Marhoum, pour cet exposé fort intéressant. Donc, je passe la parole à la salle s'il y a des questions. Oui, alors, merci encore une fois pour le comité des médecins qui nous ont honorés et nous ont permis d'assister à ce forum très très bien introduit. Alors, s'il vous plaît, professeur, je voudrais vous poser une question. Là, dans votre exposé, on est parti du fait que le patient a déjà une infection VIH
et quelles sont les infections qui sont les plus fréquentes et qu'il peut développer. Alors, dans le cas inverse, alors comment, surtout pour les candidoses et pour les diarrhées, quand est-ce qu'on doit avoir un signe d'alarme si le patient n'est pas connu ayant une infection VIH? Merci. Je vous remercie pour la question, parce que là, c'était tout le dilemme. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une introduction assez longue, pour essayer de dire que je vais parler des manifestations digestives, mais que l'objectif numéro 1, c'est de faire des tests chez les gens qui ont des manifestations, même si elles sont extra-digestives. Voilà, c'est ça, je pense, le but. Mais là, comme le sujet était les manifestations digestives, j'étais obligé de réduire à ça. Mais c'est clair qu'il y a un certain nombre de symptômes ou de syndromes qui doivent être des signaux d'alerte pour n'importe quel médecin, spécialiste, généraliste, n'importe quel médecin devrait pouvoir, devant certains signes, proposer un test VIH. Et là, on va pouvoir peut-être faire un diagnostic. Alors, je vous informe que le ministère de la Santé est tout à fait conscient de ce problème, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été réalisées et qui ont montré que 40% des diagnostics d'infection à VIH sont des diagnostics qui sont faits à partir de symptômes. Autrement dit, les patients arrivent encore à un stade relativement avancé. D'accord ? On n'est pas encore au stade d'avoir un patient qui vient complètement asymptomatique. On y arrive, mais on a encore quand même 40% de personnes qui viennent avec des symptômes. Malheureusement, quand on va au fond des choses, on se rend compte qu'il y a un retard diagnostique. Les symptômes avec lesquels il arrive, c'est des symptômes déjà très avancés. Et là, ça nous permet de dire qu'il y a des opportunités manquées pour le diagnostic. C'est-à-dire, le patient s'est déjà présenté à un médecin avec des symptômes évocateurs, mais le médecin n'a pas pensé à demander le test. Voilà. Alors, le ministère de la Santé est en train de faire quelque chose là-dessus, et je pense qu'il va y avoir, disons, des informations qui vont être partagées avec tous les médecins pour donner des indications sur les signes d'alerte qui devraient nous faire penser à demander un test. Je peux oui, je complète un petit peu ce que tu viens de dire, Semerhom. Oui. Effectivement, il faut s'acharner à faire ce test devant des symptômes qui persistent. Vous avez un malade qui vient avec une diarrhée, on essaie de le traiter, on essaie de poser un diagnostic, disons en dehors du VIH, il n'y a pas de diagnostic, on le traite, ça ne marche pas, ça revient. Donc ce patient-là, moi je vous le dis par expérience du service de gastro-entérologie, nous, bon, on a la facilité, ils sont en bas, nous on est au premier étage, donc le test est facile. Donc il faut s'acharner à faire ce test. Et comme il l'a dit, beaucoup de patients, ils sont diagnostiqués VIH alors qu'ils ont des symptômes tout à fait banaux, ou bien même sans symptômes. Nous, le service, c'est un service qui fait de la proctologie chirurgicale et chez nous, c'est systématique de faire un test VIH. Je peux vous assurer qu'il y a au moins 10%, Merham ne peut pas me contredire parce qu'il nous faut les tests rapides, 10% de patients qu'on trouve VIH positifs. Ils n'ont aucun symptôme. Mais là, c'est quelque chose d'abord pour le patient, il va être pris en charge. Deuxièmement, c'est pour éviter la contamination, aussi bien pour le médecin que pour les autres malades, pour les infirmiers, etc. Je crois que nous devons avoir la main beaucoup plus facile, beaucoup plus large maintenant à demander ce test parce que le VIH chez nous, il est en augmentation et non pas en régression. Donc, je pense qu'il faut le faire. Sans parler de VIH et les hépatites virales, etc., d'autres problèmes qui sont pas tout de suite, pas faciles à résoudre quand même. Tout à fait. J'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a le droit de demander le test sans le dire au malade? Oui. Parce qu'apparemment, il y avait une loi qui interdisait ça avec des pénalités. Est-ce que maintenant, ça a changé? Non, en fait, il n'y a jamais eu de loi avec pénalité. C'était juste des recommandations d'éthique.
c'est parce qu'on a hérité de certaines recommandations qui sont en particulier des recommandations de l'école française qui étaient extrêmement pointilleux sur certains éléments d'éthique. Ça c'est en train d'être dépassé. Les Français eux-mêmes commencent à penser à faire le diagnostic, disons, demander le consentement quand vous pouvez, mais quand vous ne pouvez pas avoir le consentement, quand il y a des difficultés à avoir le consentement, il faut le faire. Parce que, attention, il ne faut pas le faire chez quelqu'un qui est asymptomatique, sans le lui dire. Non, il faut le faire si vous, en tant que médecin, vous êtes devant un patient qui a certains symptômes qui, pour vous, évoquent l'infection à VIH parmi d'autres diagnostics possibles. Diarrhée chronique. Voilà. Vous êtes en droit de le faire même si vous n'avez pas demandé son consentement, à la limite. D'ailleurs, voilà. le VIH est un test obligatoire maintenant dans toutes les recommandations des prises en charge des hépatites virales. On ne demande plus de l'accord du patient avant de le mettre sous traitement, etc. Non, même dans le privé. Même il n'y a pas de risque, il n'y a aucune loi, même chez nous, au niveau du ministère et les lois, chez nous, il n'y a aucune loi qui dit qu'on peut vous poursuivre parce que vous avez demandé ce test. Bon. Et les recommandations, de façon, pour prendre en charge un malade hépatite, il faut faire ce test, donc ils le font. Non, pourquoi il va être risqué? Parce que nous parlons le même langage. Et c'est là la force du médecin. C'est tous les médecins parlent le même langage. Il vient chez moi, je lui demande le test, il va vous voir. Si vous lui demandez, il va le faire. Mais si il vient chez vous et vous lui dites non, vous n'avez pas besoin, etc., ce médecin. Donc, il faut que les médecins aient le même message et parlent le même langage. Parce que de toute façon, le malade, il va revenir s'il trouve le même message partout. Si vous permettez, je vais peut-être clarifier ce point en particulier. Parce que quand vous êtes devant un patient, bon, vous voulez demander le test, mais vous ne le demandez pas comme ça. Vous le demandez parce que vous avez fait un raisonnement, vous êtes devant certains symptômes qui vous évoquent une infection à VIH comme possible. D'accord? Donc, vous essayez quand même de dire au patient, de lui expliquer que vous allez demander un bilan, et vous lui expliquez ce bilan. Vous allez indirectement avoir son consentement, mais vous allez lui expliquer pourquoi. Toutes les fois où vous pouvez avoir son consentement, c'est tant mieux. Mais si le problème se posait avant, chez les personnes qui étaient dans le coma ou qui avaient des troubles psychiques, etc., ben on tournait en rond. On ne savait pas si on devait faire le test ou ne pas le faire, etc. Maintenant, c'est fini. Si vous pensez que votre patient il est dans le coma parce qu'il a un problème qui est en rapport avec le VIH, vous faites le test. Voilà. Il n'est pas capable de donner son consentement, mais c'est bon. On nous a tourné en haleine jusqu'à la dernière minute. Alors, en fait, ma question, c'est toujours sur... D'accord. Alors, ma question, c'est toujours sur le VIH. Je pense que vous êtes au courant du deuxième cas de rémission complète. Ce patient britannique qui a eu, soi-disant, guérison du sida après une greffe de moelle osseuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci. Écoutez, ce cas, c'est exactement l'identique de ce qui s'est passé pour le cas allemand. Vous êtes peut-être au courant que ça, c'est le deuxième. Il y a eu un cas allemand au départ. Ben, c'est un coup de chance terrible. Ben, il a de la chance. De sida. Il a de la chance dans la malchance. D'accord? D'abord, comme malchance, c'est qu'il avait une leucémie. D'accord? Première malchance. Deuxième malchance, c'est qu'il était infecté par le VIH. Pour le traitement de la leucémie, ils ont décidé de faire une greffe de moelle. Ils lui font la greffe de moelle, donc ils détruisent tout ce qu'il a comme cellules souches et ils lui mettent des cellules souches nouvelles. Et là, c'est là où il a de la chance. Parce qu'ils sont tombés sur des cellules souches qui comportent un déficit génétique. Ce déficit génétique fait que les cellules qui sont fabriquées par la suite, les cellules sanguines fabriquées, n'ont pas le récepteur capable de recevoir le VIH. Voilà, c'est tout. Et donc, même s'il restait du VIH quelque part dans son corps, ben, a priori, il n'arrive pas à se multiplier. Le cas allemand est toujours avec une charge virale indétectable sans traitement,
Et puis on pense que celui-là aussi est sur la même route. Alors on ne pourra pas traiter le sida avec une greffe de moelle. Eh ben, il faudrait trouver des donneurs avec une moelle souche, avec un déficit. Et ceux-là, ils vont se faire de l'argent. Voilà. Merci. Je crois que c'est...